Bonjour, bienvenue pour cette visite thématique sur les héros qui va nous permettre de découvrir 4 œuvres. La première étant ce tableau de Laurent Blanchard qui représente le mariage d'Hercule et d'Hébé. Dans cette œuvre, nous avons 4 personnages qui sont représentés. Les 2 mariés, Hercule, que l'on peut reconnaître grâce à ses attributs, entre autres l'habituelle peau du lion de Némée que l'on aperçoit dans son dos et dont on voit une patte qui pend derrière son bras. Et deuxième attribut traditionnel, un peu moins visible, qui est la massue qui est posée le long de sa jambe et qui permet d'identifier immédiatement ce héros. Autre élément d'identification, la nudité, qui est un élément que l'on retrouve à la fois dans la représentation des divinités et des héros ou des personnages héroïsés, et qui permet justement de situer immédiatement l'œuvre dans un domaine mythologique et non dans un domaine profane. Alors, sa femme, Hébé est nettement moins connue que Héraclès, bien sûr. Hébé, c'est la fille d'Héra et de Zeus, et elle incarne la jeunesse. Avant son mariage, elle servait la boisson aux dieux et assurait ainsi l'immortalité sur le mont Olympe. C'est la raison pour laquelle elle tient dans sa main une aiguière renversée, sans doute pour indiquer qu'elle a terminé son service, et en tant qu'épouse d'Héraclès, elle n'aura plus cette fonction. Entre les 2 époux, nous avons un personnage monumental, torse nu, vêtu d'une sorte de grand drapé rouge qui attire le regard sur lui et qui peut être identifié par les éléments qui se trouvent sous ses pieds. Sous ses pieds, on aperçoit en effet un aigle qui tient dans son bec un faisceau d'éclairs, le foudre, qui est l'attribut du roi des dieux. Par ailleurs, il est aussi représenté barbu, avec les cheveux, une chevelure assez abondante, ce qui est aussi un élément iconographique assez traditionnel dans la représentation de Zeus. Et puis, en regardant l'arrière-plan, on découvre un 4e personnage qui tient une coupe dans sa main et qui est en fait Ganymède, qui va remplacer Hébé dans la fonction de service de la boisson aux dieux. Alors Ganymède, c'est un personnage un petit peu particulier, puisque c'est un personnage qui est très proche de Zeus et qu'on dit même être son favori et son amant. Donc la proximité avec Zeus, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux tableaux de cette époque. Alors l'ensemble de l'œuvre est cadré d'une manière très serrée, ce qui permet d'accentuer la monumentalité des personnages et surtout la monumentalité du roi des dieux, Zeus, et du plus grand héros qu'est Héraclès. Alors Héraclès, il est connu surtout pour ses 12 travaux. C'est effectivement un héros tout à fait exceptionnel, peut-être le plus grand des héros. Et comme il s'agit d'un mortel, il va mourir. Là, on est après sa mort,
puisqu'il se trouve sur le mont Olympe en train d'épouser la fille de Zeus, parce qu'il était tellement célèbre qu'en fait Héraclès est le seul héros qui a été divinisé. Donc il a été récompensé en quelque sorte pour tous ses exploits en accédant finalement à l'immortalité, alors que la plupart des héros n'accèdent à l'immortalité que par le souvenir que l'on a d'eux, par les récits qui ont traversé les siècles et qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc voilà une œuvre assez impressionnante, centrée sur les personnages, avec quasiment aucun décor, qui permet justement, comme souvent à l'époque où est peint ce tableau au début du XIXe siècle, de s'attacher à l'histoire, aux personnages, et de ne pas diluer le regard du spectateur dans des accessoires qui seraient inutiles. Donc nous allons ensuite aller voir une deuxième œuvre qui va nous permettre de découvrir un autre héros célèbre de la mythologie grecque, qui se trouve juste ici. Il s'agit de nouveau d'un personnage dénudé, donc premier indice nous amenant vers l'hypothèse d'un personnage de la mythologie, et un personnage qui est accompagné d'un certain nombre d'accessoires, à la différence du précédent tableau, qui vont nous permettre d'identifier assez facilement le héros dont il s'agit. Tout d'abord, on peut remarquer dans son dos une harpe réalisée à partir d'une carapace de tortue, cadeau d'Hermès, et de cornes de bœuf offertes par Apollon. Cette harpe renvoie à l'un des plus grands poètes et musiciens de la mythologie, qui est Orphée. Nous avons ensuite d'autres éléments qui nous permettent de comprendre l'expression d'Orphée, puisqu'il a l'air totalement désespéré. On le voit qu'il pleure, qu'il a les yeux rougis, il est dans un moment de grande détresse, et pour éclairer cette représentation, nous avons cette stèle sur laquelle on voit sculpté un vase entouré d'un serpent. Alors ce serpent renvoie directement à un épisode important de la vie d'Orphée. Orphée s'est marié avec Eurydice, et sa femme a été poursuivie par un homme qui voulait la violenter, et en s'enfuyant, eh bien, elle a malencontreusement marché sur un serpent qui l'a piqué, et elle en est morte. Alors, ce serpent est là, bien sûr, pour évoquer Eurydice, qui est rappelée aussi à travers les premières lettres de son nom, qui sont gravées sur le haut de la stèle. Donc, il est dans un lieu où se trouvent finalement les traces de son épouse, et il se lamente dans ce paysage, que l'artiste, que je n'ai pas encore cité, qui est Pierre Narcisse Guérin, l'un des grands peintres de la période néoclassique, paysage qui est peint dans des tons très, très ternes, très sombres, qui sont parfaitement en accord avec l'état d'âme finalement d'Orphée à ce moment-là. On a vraiment une sorte de recherche d'harmonie entre les tons de ce paysage et Orphée.
Par ailleurs, les couleurs assez ternes de ce paysage permettent par contraste de mettre en valeur le corps du héros dénudé, sur lequel est focalisée la lumière. Donc c'est un élément qui permet d'attirer vraiment l'attention sur le personnage. Bon, il faut dire que le personnage étant représenté en pied et occupant le premier plan, il est de toute manière très très présent, mais encore plus valorisé par la lumière qui émane de sa peau. Alors, nous avons encore quelques indices qui nous permettent de savoir à quel moment de l'histoire nous nous trouvons. Nous ne nous trouvons pas juste après la mort d'Eurydice, mais bien plus tard, parce que Orphée a une couronne sur la tête et tient dans son autre main une autre couronne. Or, Orphée a décidé d'aller chercher Eurydice dans les enfers. Il n'acceptait pas sa mort et grâce à ses talents de musicien, il a réussi à descendre dans les enfers, un lieu dans lequel les mortels ne peuvent pas entrer et ne peuvent pas, surtout s'ils y entrent, en ressortir. Donc c'est vraiment un acte héroïque. Donc il va descendre dans les enfers, il va charmer de sa musique Cerbère, Charon, il va arriver près d'Hadès et de Perséphone et il va demander l'autorisation de ramener Eurydice sur terre. Et c'est la raison pour laquelle il avait pris une couronne en plus de celle qu'il portait sur ses cheveux. Le roi et la reine des enfers acceptent qu'il ramène Eurydice sur terre, mais à une condition, qu'il ne se retourne pas pour la voir avant d'être totalement sorti des enfers. Malheureusement, impatient, peut-être inquiet aussi de savoir si sa femme le suivait, quand il est presque arrivé à la sortie, il se retourne et là, Eurydice s'évapore, disparaît dans les enfers, et c'est le moment qui est représenté, le moment de déception absolue, où finalement il se retrouve dans un état de chagrin total, n'ayant pas réussi à la ramener et ne pouvant s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il n'a pas respecté la condition posée par les dieux. Donc voilà pour cette œuvre tout à fait émouvante qui met l'accent justement sur les sentiments humains et sur les sentiments d'un héros qu'on représente souvent comme un personnage invincible et qui là prend justement un caractère très très humain qui annonce d'une certaine manière aussi cette époque romantique. Nous allons continuer dans la salle suivante avec deux autres tableaux qui vont nous permettre de rencontrer deux héros homériques. Tout d'abord Achille et ensuite nous rencontrerons Ulysse. Donc ces héros dont les aventures sont racontées par Homère dans l'Iliade sont parmi les plus célèbres encore aujourd'hui parce que l'œuvre d'Homère a été beaucoup lue, beaucoup étudiée, donc ce sont vraiment des héros totalement intemporels. Achille, c'est le héros grec par excellence, celui qui va s'opposer au Troyen Hector. Alors dans cette œuvre de Léon Cogniet, on ne peut pas deviner qu'il s'agit d'Achille si on ne regarde pas le contexte de la scène. Parce qu'un personnage nu, avec une cape rouge qui nous indique qu'il s'agit d'un roi, d'un prince, d'un chef,
ne nous renseigne pas sur le nom. Ce qui est important, c'est les personnages qui se trouvent autour et en particulier sur le lit, un personnage étendu, manifestement mort et pleuré par les femmes. Ce personnage mort, c'est son ami Patrocle. Et cela renvoie à un épisode célèbre de la guerre de Troie, où Achille, qui était entré en conflit avec le chef de l'expédition Agamemnon, s'était vu retirer une femme qu'il avait enlevée lors d'un raid, femme dont il était tombé amoureux et qui se nomme Briséis. C'est elle d'ailleurs qui se trouve là en train de pleurer Patrocle. Alors, à la suite de ce différend avec Agamemnon, qui va réclamer Briséis pour lui, Achille est particulièrement furieux et il se sent tellement lésé qu'il refuse de retourner au combat. Malheureusement, sans Achille, les Grecs ne cessent de perdre des batailles et sont de plus en plus près d'être refoulés vers la mer. Et donc, à un moment donné, son ami Patrocle décide de prendre les choses en main. Il revêt l'armure, le casque, les armes d'Achille et il se fait passer pour Achille et il part au combat. La ruse fonctionne assez bien, mais malheureusement, il n'est pas Achille et donc il va finir par être tué. Et cette mort de son compagnon va être une sorte d'électrochoc finalement pour Achille. Il va décider à partir de ce moment-là de reprendre le combat. Et c'est ce moment-là finalement qui est représenté dans le tableau, le moment où Achille est finalement fou de colère, et ça on peut le voir avec le poing serré, on peut le voir par son regard fixe et déterminé, et il est tellement en colère, tellement furieux, qu'il va décider de reprendre immédiatement le combat, écartant les conseils des autres membres de l'expédition qui sont auprès de lui et dont il repousse les bras. C'est un élément important aussi que de remarquer que le personnage dont il repousse le bras est un vieil homme avec des cheveux blancs. C'est l'incarnation de la sagesse, de celui qui pourrait modérer l'ardeur de la jeunesse, justement. Et donc il y a une sorte d'opposition qui est mise en valeur, mais qui est là pour justement valoriser ce héros hors norme qu'est Achille. Donc voilà cette composition. Alors c'est une œuvre de Léon Cogniet, un artiste qui se forme auprès de Pierre-Narcisse Guérin, l'auteur du Orphée que nous avons vu précédemment, un artiste qui se forme dans la tradition académique, mais qui va aussi produire des œuvres qui relèvent de l'esthétique romantique. C'est un petit peu un artiste tiraillé entre les deux. Ce tableau, plus particulièrement, se situe au tout début de sa carrière, et on pourrait même dire avant sa carrière, puisqu'il s'agit du tableau qu'il peint lors du concours du prix de Rome de 1815. Ce tableau est resté inachevé, comme on peut le voir dans la partie représentant les armes, puisqu'on voit encore très nettement le dessin, et les couches de peinture n'ont pas été posées. Il n'a donc pas eu le concours cette année-là, bien sûr. Il lui a manqué du temps. Et donc, ça nous permet de voir finalement en même temps une œuvre en cours d'élaboration, ce qui est toujours très intéressant. Bon, rassurez-vous, 2 ans plus tard, il réussira son concours du prix de Rome
et il deviendra un artiste renommé et un artiste qui formera beaucoup d'élèves, qui aura une grande réputation. Alors après Achille, nous allons aller voir Ulysse. Ulysse, dont les aventures sont également racontées par Homère dans l'Iliade, bien sûr, puisqu'il fait partie des grands héros de l'Iliade, et en particulier, il est l'inventeur du cheval de Troie. Donc c'est un personnage tout à fait hors norme lui aussi, mais c'est surtout le héros de l'Odyssée, puisque s'étant attiré les foudres de Poséidon, à la fin de la guerre de Troie, il va avoir beaucoup de mal à rentrer chez lui, dans son île d'Ithaque, où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et il va mettre en fait 10 ans à rentrer chez lui. Pendant ces 10 ans, il va errer sur les mers et il va faire de nombreuses rencontres, dont celle-ci, une rencontre avec une femme qui n'est autre que la magicienne Circé. Alors Circé, c'est une reine, comme on peut le voir à son diadème, à son trône, à son sceptre qu'elle tient dans la main. Elle vit sur une île entourée de femmes et on peut dire qu'elle n'apprécie pas trop la venue d'étrangers. Elle tient à préserver sa tranquillité et pour cela, elle a des moyens magiques, puisqu'il s'agit d'une magicienne. Elle prépare en particulier très bien des breuvages. Alors il peut s'agir de filtres d'amour quand tout va bien, mais aussi de breuvages qui permettent de métamorphoser les humains en animaux. Et quand Ulysse a débarqué sur l'île, elle a offert à boire, dans un premier temps pas à Ulysse qui était resté sur le bateau, mais à ses compagnons qui étaient venus rendre hommage à la reine de lieu. Elle leur a offert une boisson et les compagnons ont quelque peu disparu. Ulysse, ne voyant pas revenir ses compagnons, s'est demandé ce qui se passait. Heureusement, il a eu des informations par Hermès. Hermès lui a conseillé de faire très attention à Circé et il lui a surtout conseillé de prendre avec lui des herbes parce qu'elle risquait fort de lui offrir une boisson qui pourrait le métamorphoser. Donc, prévenu, Ulysse arrive dans le palais de Circé, il ne voit pas ses compagnons, mais il va boire effectivement la coupe que lui tend Circé, et grande déception, Circé s'aperçoit que cela n'a aucun effet. Alors le peintre s'est amusé à semer dans le tableau justement quelques indices. Effectivement, la coupe est par terre, au pied d'Ulysse, il l'a bu, mais on a un autre indice qui se trouve derrière le fourreau de l'épée, qui sont quelques petites herbes qu'il avait mis dans sa ceinture et qui lui a permis de créer un contrepoison. Donc Ulysse est en pleine forme et il a bien l'intention de récupérer ses compagnons, et donc il s'attaque d'une manière quelque peu violente à Circé, il la menace pour l'obliger à restituer leur forme normale à ses compagnons. Alors ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on a un petit peu l'impression d'un instantané, vraiment d'assister à la scène, de participer à la scène par le jeu des mouvements, des regards qui sont échangés, des drapés qui sont en mouvement, par les réactions
des femmes de la cour de Circé, où certaines se précipitent, d'autres semblent surprises, indignées par ce qui se passe. On a vraiment l'impression qu'on est au moment de l'action, on est dans l'action. Et parallèlement, on a aussi de l'autre côté de la scène des femmes qui viennent tout juste de découvrir ce qui se passe, qui n'ont pas encore vraiment de réaction, et même une femme qui tient un bâton, qui semble ne pas avoir compris ce qui était en train de se passer. Alors c'est intéressant parce que toutes ces réactions que nous examinons nous permettent petit à petit de découvrir derrière un magnifique brasero de charmants pourceaux. Ce sont les compagnons d'Ulysse qui ont été transformés en pourceaux par Circé et heureusement auxquels elle va redonner sous la menace leur forme normale. Circé, étant quelque peu quand même tombée sous le charme d'Ulysse, va charmer le héros qui restera pendant une année auprès d'elle et auprès de ses compagnons. Et cela lui sera très utile puisque Circé a de grandes connaissances et lui donnera des conseils pour la suite du voyage. Donc, on peut penser qu'à la suite de ça, il a passé une année agréable et en plus avec des renseignements très importants pour finalement pouvoir rejoindre enfin son île natale, sa femme et son fils. Donc c'est un tableau qui appartient lui aussi à la même époque que les précédents, à cette veine néoclassique où on voit une œuvre très, très construite avec un décor qui est présent puisque nous sommes dans un palais, mais néanmoins un décor qui permet de mettre l'accent sur l'action et les personnages et non de diluer le regard dans des éléments annexes, puisqu'on voit ce grand rideau vert qui est là entre les deux piliers, finalement pour mettre en valeur les deux protagonistes principaux et qui permet de ne pas créer de profondeur. De même que les personnages sont placés devant des colonnes, mais les cachent et laissent juste voir le ciel. Donc on a une impression à la fois d'espace et en même temps, tout est fait pour ramener le regard du spectateur vers le devant de la scène, vers l'action qui s'y déroule et avec une grande rigueur donc, dans la composition de l'œuvre. Le faire de l'artiste est également tout à fait dans le goût de cette époque, avec un travail sur les drapés relativement poussé, mais une touche qui est quasiment invisible. On a un travail, mais en même temps on a quelque chose de très lisse, de très dessiné. On a quelques petits rehauts de matière, de lumière, mais ça reste vraiment dans les codes finalement de cette peinture académique qui s'appuie beaucoup sur le dessin et qui est là pour raconter une histoire, pour mettre en valeur les vertus, pour donner du sens et non pour attirer le regard du spectateur d'une manière sensorielle. Donc c'est un artiste assez peu connu, Dumay, mais qui fait preuve là d'une œuvre de grande qualité. Donc voilà pour ce petit panorama autour de quelques héros disséminés dans les œuvres des musées. Je ne peux qu'espérer pour vous que vous puissiez bientôt revenir dans nos murs, parce que les tableaux mythologiques, il y en a énormément et il y a beaucoup de héros à découvrir. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes en live ou en virtuel.